En 1989, le magazine Forbes publiait son classement annuel des milliardaires. Le septième de la liste n'était ni un entrepreneur du secteur technologique, ni un magnat du pétrole, ni un héritier. Il s'agissait de Pablo Escobar, un baron de la drogue colombien qui avait amassé 30 milliards de dollars grâce à la cocaïne. À l'apogée de sa fortune, au milieu des années 1980, Pablo Escobar gagnait 420 millions de dollars par semaine. Non pas par an, mais par semaine, soit 60 millions de dollars par jour provenant d'un seul produit, la cocaïne. Son organisation, le cartel de Medellín, contrôlait 80% du marché mondial de la cocaïne. Elle exportait quotidiennement 15 tonnes de cocaïne vers les États-Unis. Le cartel employait 40 000 personnes et possédait une flotte d'avions, de bateaux et de sous-marins. Les profits étaient si colossaux qu'Escobar dépensait 2500 dollars par mois, rien qu'en élastique, pour attacher les liasses de billets. Il avait confié un jour à son fils qu'au fil du temps, les rats avaient dévoré près d'1 milliard de dollars de ses réserves. Mais cela lui importait peu. L'argent était trop précieux pour être compté. Quand on gagne 420 millions de dollars par semaine, perdre 1 milliard à cause des rongeurs, c'est le prix à payer. Voici la véritable histoire de Pablo Escobar. Non pas la version Netflix, mais celle basée sur les rapports de la DIA, les archives du gouvernement colombien, les témoignages devant les tribunaux et les enquêtes financières. Voici comment il a bâti le plus grand empire de la drogue de l'histoire. Comment il a amassé 30 milliards de dollars, comment il a tué plus de 4000 personnes, comment il a corrompu une nation entière. Et finalement, malgré toute cette fortune et ce pouvoir, il est mort en cavale sur un toit à l'âge de 44 ans. Voici Pablo Escobar, le criminel le plus riche de l'histoire, maître d'un empire de la cocaïne qui a changé le monde. Première partie. L'Ascensión, Mijes of Torredeudu. Pablo Emilio Escobar Gaviria est né le 1er décembre 1949 à Rio Negro, en Colombie, une petite ville près de Medellín. Son père était agriculteur et sa mère institutrice. Une famille modeste, sans rien d'exceptionnel. Adolescent dans les années 1960, Escobar était un petit délinquant à Medellín. Il volait des voitures, vendait des cigarettes de contrebande, dérobait des pierres tombales, en gravait les noms et les revendait. À 20 ans, il volait des voitures et les faisait passer clandestinement dans d'autres villes de Colombie. Toujours un petit criminel. Mais Escobar était ambitieux et intelligent. Il observait les criminels plus prospères et comprit une chose. Le vrai argent ne se trouvait pas dans le vol de voitures, mais dans le trafic de cocaïne. Au début des années 1970, la cocaïne était populaire aux États-Unis, mais les stocks étaient limités. La majeure partie de la cocaïne provenait du Pérou et de Bolivie, où les plants de coca poussaient naturellement. Cependant, sa qualité était inégale et il n'existait aucune filière d'approvisionnement organisée entre la production en Amérique du Sud et la distribution aux États-Unis. C'est cette lacune qu'Escobar aperçut. La Colombie était capable de cultiver la coca. Elle possédait le savoir-faire chimique nécessaire pour transformer les feuilles de coca en pâte et les raffiner en cocaïne pure. La Colombie disposait d'un littoral caribéen propice à la contrebande. Et surtout, le pays ne possédait pas de système organisé de trafic de drogue. Le marché était ouvert. En 1975, Escobar s'allia à 3 autres trafiquants, Jorge Luis Ochoa Vázquez, Carlos Leder et José Gonzalo Rodríguez Gacha. Ensemble, ils créèrent ce qui allait devenir le cartel de Medellín. Leur plan était simple, mais révolutionnaire. Contrôler l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, des plantations de coca dans les campagnes colombiennes, aux laboratoires de transformation, en passant par les routes maritimes et les réseaux de distribution dans les villes américaines. C'était un modèle d'intégration verticale, à l'instar de Standard Oil, qui contrôlait le pétrole des puits aux raffineries jusqu'aux stations-service. Le cartel de Medellín contrôlerait la cocaïne de la feuille de coca jusqu'au coin de la rue. Analysons le fonctionnement économique. En 1968, la culture et la récolte des feuilles de coca coûtaient environ 500 $ le kilogramme. La transformation de ces feuilles en cocaïne base coûtait également 500 $ le kilogramme, produits chimiques, main-d'œuvre et matériel compris.
Le raffinage de la cocaïne base en chlorhydrate de cocaïne pure coûtait 500 $ le kilogramme. Coût total de production en Colombie, 500 $ le kilogramme. Le texte original comporte une erreur. Le chiffre final devrait être de 1500 $. Cependant, afin de respecter le principe de non-modification du sens, je conserve la formulation « Le transport de la cocaïne vers les États-Unis par avion, bateau, puis sous-marin coûtait entre 3 000 et 5 000 $ le kilogramme, carburant, pot de vin et pertes dues aux confiscations compris. » Escobar a mis en place cette infrastructure entre 1975 et 1980. Il a établi des relations avec des cultivateurs de coca dans la région de Caquetá, au sud de la Colombie. Il a installé des laboratoires de cocaïne dissimulés au cœur de la jungle. Il acheta des avions utilisant des Cessna et des DC-3 pour acheminer de la drogue aux Bahamas et en Floride. Il établit un réseau de distribution aux États-Unis, s'appuyant sur la communauté immigrée colombienne. Il acheta ses premiers politiciens, corrompit la police locale de Medellín, des officiers de l'armée colombienne et même des douaniers. La corruption était systématique. Escobar estimait que la corruption était moins coûteuse que l'affrontement direct. En 1968, un capitaine de police colombien ne gagnait que 300 $ par mois. Escobar leur en versait 10 000 pour fermer les yeux. La plupart acceptèrent. Ceux qui refusèrent furent tués. Plata ou plomo, argent ou plomb, pot de vin ou balle, telle était la philosophie d'Escobar, et elle fonctionna. En 1980, Pablo Escobar était millionnaire, mais il opérait toujours dans l'ombre. Tout bascula en 1992. Deux événements le propulsèrent sur le devant de la scène. Premièrement, le président Ronald Reagan a lancé la guerre contre la drogue aux États-Unis. Les budgets de la DEA ont augmenté, les saisies aussi. La route maritime des Caraïbes est devenue extrêmement dangereuse. Le cartel de Medellín a donc commencé à détourner ses itinéraires d'acheminement via le Mexique. Il s'est associé à des gangs de trafiquants mexicains, les payant entre 1 000 et 2 000 $ par kilogramme de cocaïne pour la faire transiter par le Mexique vers le Texas et la Californie. Ce réseau mexicain a par la suite constitué la base de deux organisations criminelles notoires, le cartel de Sinaloa et les Zetas. En réalité, c'est le cartel de Medellín qui a créé le réseau mexicain de trafic de drogue qui domine aujourd'hui le milieu criminel. Deuxièmement, Carlos Leder, un proche collaborateur d'Escobar, a acheté Norman's Cay, une île privée des Bahamas, pour 4,5 millions de $. Leder a transformé l'île en une importante plaque tournante du transit de cocaïne. Des avions en provenance de Colombie atterrissaient à Norman's Cay, faisaient le plein puis repartaient directement pour la Floride. Entre 1968 et 1992, on estime que 300 kg de cocaïne transitaient chaque jour par Norman's Cay. Au prix de gros, cela représente 18 millions de $ par jour. Le gouvernement bahaméen a été corrompu pour fermer les yeux. Deuxième partie, l'Empire, 1992-1989. Dès 1982, le cartel de Medellín était devenu la plus importante organisation de trafic de cocaïne au monde. L'ampleur de ces opérations est considérable. En 1984, la DEA estimait que le cartel de Medellín était responsable de 80% de la cocaïne entrant aux États-Unis, soit 15 tonnes, 15 000 kg par jour. Les ventes en gros atteignaient 900 millions de $ par jour, pour un prix moyen de 60 000 $ le kilogramme. Après déduction des coûts de distribution, le chiffre d'affaires net du cartel s'élevait tout de même à 60 millions de $ par jour, soit 420 millions de $ par semaine ou 22 milliards de $ par an. Ces chiffres proviennent de l'opération Banco Nacional. L'enquête massive de la DEA sur le blanchiment d'argent menée en 1984-1985 et ont été consignés dans les archives des tribunaux fédéraux. En 1985, le cartel employait plus de 40 000 personnes. Sa structure organisationnelle fonctionnait comme celle d'un conglomérat. La division production comptait 3 000 personnes qui géraient des plantations de coca et des ateliers de transformation dans les zones rurales de Colombie. La division transport était composée de 1 000 pilotes, capitaines de navires et coordinateurs logistiques
chargée d'acheminer la cocaïne aux États-Unis. La division distribution s'appuyait sur 5000 grossistes et détaillants dans les principales villes américaines. La division sécurité disposait de 3000 hommes armés assurant la protection et commettant des assassinats. La division blanchiment d'argent employait 1000 personnes chargées du transport de fonds des États-Unis vers la Colombie. La division corruption comptait 1000 personnes qui géraient les paiements aux fonctionnaires. La division juridique était composée d'avocats qui défendaient les membres arrêtés en Colombie. Aux États-Unis, le cartel possédait également un service des ressources humaines qui recrutait des pilotes et des ingénieurs chimistes, ainsi qu'un service comptable chargé du suivi des expéditions et des flux de trésorerie. Communication radio cryptée. Il ne s'agissait pas d'un gang de rue, mais d'une multinationale. Les méthodes de transport s'amélioraient constamment. Au début des années 1980, le cartel utilisait de petits avions volant à basse altitude au-dessus des Caraïbes. En 1985, lorsque la DEA prit le contrôle radar des Caraïbes, le cartel opta pour de gros avions cargo survolant l'Amérique centrale et le Mexique. Des vedettes rapides de 5000 chevaux semaient la pagaille parmi les patrouilleurs des gardes-côtes américains. Des cargos commerciaux étaient équipés de compartiments secrets dissimulés sous leur cargaison légale et, dès 1990, des sous-marins firent leur apparition. Le premier sous-marin transportant de la cocaïne fut intercepté par les gardes-côtes en 1993. Ce semi-submersible de 12 mètres de long, en fibre de verre, naviguait juste sous l'eau, était totalement invisible au radar, transportait 10 tonnes de cocaïne par voyage et avait coûté 2 millions de dollars à construire. Un voyage réussi pouvait transporter jusqu'à 600 millions de dollars de cocaïne. La marge bénéficiaire atteignait 30 000%. Le cartel a perdu certains de ses sous-marins, capturés ou coulés, mais cela lui importait peu. Il pouvait construire 10 sous-marins. Si un seul parvenait à ses fins, ils empocheraient 4 milliards de dollars. Les 9 autres étaient considérés comme des frais de fonctionnement. Les profits étaient si importants qu'ils posaient un énorme problème logistique. Comment transporter 420 millions de dollars en liquide chaque semaine des États-Unis vers la Colombie? L'argent du trafic de cocaïne aux États-Unis était entièrement payé en espèces, en petites coupures, billets de 20, 10 et 5 dollars. 1 million de dollars en billets de 20 dollars pèse 50 kg, soit 110 livres. 420 millions de dollars en billets de 20 dollars pèse 21 tonnes. Chaque semaine, le cartel de Medellín devait transporter physiquement 21 tonnes d'argent liquide des villes américaines vers la Colombie. Ils utilisaient des avions privés pour acheminer l'argent de Miami à la Colombie, parfois entre 50 et 100 millions de dollars en un seul voyage. Des conteneurs maritimes dissimulant l'argent dans des marchandises légales. Ils utilisaient des bureaux de change en Colombie pour convertir des dollars en pesos. Ils avaient également recours à des sociétés écrans en Colombie, entreprises de construction, services de taxi, boîtes de nuit, qui déclaraient toutes des flux de trésorerie comme revenus commerciaux. Au milieu des années 1980, le cartel avait même infiltré des banques au Panama, aux îles Caïmans et aux États-Unis. Un exemple concret, en 1985, l'opération Banco Nacional, une enquête conjointe de la DEA et du fisc américain, a révélé que le cartel de Medellín blanchissait de l'argent par le biais de bijouterie à Los Angeles. Le cartel vendait de la cocaïne à des distributeurs qui payaient en espèces. L'argent était transféré à des bijouteries appartenant à des associés du cartel. Ces bijouteries déclaraient que l'argent provenait de la vente d'or et de diamants. Elles déposaient l'argent dans des banques américaines, puis le transféraient par virement bancaire au Panama. De là, l'argent était transféré en Colombie. Entre 1980 et 1985, une seule opération a permis de blanchir 1,2 milliard de dollars. Et ce n'était qu'une seule opération. Le cartel menait des dizaines d'opérations similaires. Pablo Escobar, lors d'une interview en 1988, a admis que son cartel dépensait 2500 dollars par mois en élastique pour attacher les liasses de billets. Il a déclaré qu'environ 10% de l'argent stocké dans les entrepôts
étaient rongés par les rats ou endommagés par l'eau. Escobar considérait ce niveau de perte comme acceptable. Lorsque les revenus atteignaient 22 milliards de dollars par an, perdre 2 milliards de dollars à cause des rats et de la pourriture n'était qu'un coût d'exploitation acceptable. Troisième partie, violence, 1993. La violence du cartel de Medellín était systématique et stratégique. Entre 1984 et 1993, le cartel a été responsable de plus de 4000 meurtres officiellement recensés en Colombie. Et il ne s'agissait pas de trafiquants de drogue tués lors de guerres de territoire. Les cibles étaient des politiciens, des juges, des policiers, des journalistes et des civils. Des assassinats ciblés. Cette violence avait un but. En 1984, sous la pression des États-Unis, le gouvernement colombien commença à extrader les barons de la drogue vers les États-Unis pour y être jugés. Escobar craignait l'extradition plus que tout. Les prisons américaines étaient impénétrables. Les juges américains étaient incorrigibles. L'extradition signifiait la prison à vie. Escobar lança donc une campagne violente pour abolir l'extradition. Le 30 avril 1984, le ministre colombien de la Justice, Rodrigo Lara Bonilla, qui avait juré d'anéantir les cartels, fut assassiné lors d'un meeting électoral, abattu par des mercenaires du cartel. Le 27 novembre 1989, le vol d'Océance 3 d'Avianca fut la cible d'un attentat à la bombe en plein vol, tuant les 110 passagers et membres d'équipage. La cible était le candidat à la présidence colombienne, César Gaviria, bien qu'il ne fût pas à bord. L'avion explosa à titre d'avertissement. De 1989 à 1993, le cartel de Medellín a mené une campagne de narcoterrorisme. Des bâtiments gouvernementaux et le siège du DAS, les services de renseignement colombiens, ont été la cible d'attentats à la bombe, faisant 70 victimes. Des centres commerciaux ont également été visés. L'explosion de Bogota a coûté la vie à 21 personnes. Des commissariats de police à travers Medellín et même des avions de ligne ont été pris pour cible. Le cartel offrait une prime de 4 000 $ pour chaque policier tué à Medellín. Rien qu'en 1989-1990, plus de 500 policiers de Medellín ont été assassinés pour toucher ces primes. L'objectif était de semer un chaos tel que le gouvernement colombien serait contraint de négocier. Ce qu'il fit. En juin 1991, le gouvernement colombien a proposé un accord à Escobar. S'il se rendait, il ne serait pas extradé. Il purgerait sa peine en Colombie, dans une prison de son choix. Escobar a accepté. Quatrième partie, la chute, 1991-93. Le 19 juin 1991, Pablo Escobar se rend aux autorités colombiennes. Il est conduit à la cathédrale, une prison qu'il avait fait construire sur la montagne surplombant Medellín. Ce n'était pas une prison, mais un lieu de villégiature luxueux. La cathédrale disposait d'un terrain de football, d'un bar avec piste de danse, d'un jacuzzi, d'une immense maison de poupées pour la fille d'Escobar, de chambres pour Escobar et ses gardes, d'un système téléphonique complet, et des prostituées y étaient régulièrement amenées. Escobar continuait de diriger le cartel depuis sa prison. Il y rencontrait ses associés. Il dirigeait des expéditions de cocaïne et commandait même des assassinats. En juillet 1992, les autorités colombiennes découvrirent qu'Escobar avait torturé et tué 2 membres du cartel à l'intérieur de la cathédrale à la suite de différends financiers. Le gouvernement décida de le transférer dans une véritable prison. Le 22 juillet 1992, lorsque les autorités arrivèrent pour l'arrêter, Escobar s'évada avec 10 gardes du corps. Des responsables colombiens avaient été corrompus au préalable. Au cours des 16 mois suivants, Pablo Escobar devint l'homme le plus recherché au monde. La police colombienne créa une unité d'élite, le bloc de recherche, dédié à sa traque. La DEA envoya des agents en renfort et un groupe armé appelé Los Pepes. Ceux qui sont persécutés par Pablo Escobar fit son apparition. Los Pepes étaient vraisemblablement financés par le cartel de Cali et comptaient parmi ses membres d'anciens membres du cartel de Medellín qui avaient fait défection. Los Pepes utilisa les propres méthodes d'Escobar contre lui. Ils ont tué ses associés, plus de 300 entre 1992 et 1993. Ils ont bombardé ses propriétés. Ils ont menacé sa famille. Escobar, le meurtrier de milliers de personnes, était désormais traqué par ses propres méthodes. Fin 1993, Escobar était isolé.
La plupart de ces hommes étaient morts ou capturés. Ses finances s'épuisaient. Il se cachait dans des maisons de la classe moyenne à Medellín, changeant d'adresse tous les 2 ou 3 jours. Son seul moyen de communication était un téléphone portable, et ce fut sa perte. La police colombienne disposait de la technologie nécessaire pour localiser les signaux radio. Le 2 décembre 1993, Escobar appela son fils. Le bloc de recherche localisa immédiatement le signal. La maison était encerclée. À 15 heures, la police colombienne prit d'assaut la maison, située dans le quartier de Los Olivos à Medellín. Escobar tenta de s'échapper par les toits. Il fut abattu de plusieurs balles. Il mourut sur un toit de tuiles, à l'âge de 44 ans, vêtu d'une chemise bleue et d'un jonc. Le criminel le plus riche de l'histoire est mort en fuyant sur... Son corps a été photographié et les images diffusées à la télévision colombienne. La mort de Pablo Escobar a également sonné le glas du cartel de Medellín. Cinquième partie, l'argent. Analysons les chiffres. Entre 1975 et 1993, soit 18 ans, les estimations prudentes de la DEA suggèrent que Pablo Escobar a personnellement amassé environ 30 milliards de dollars. Il s'agit de ses revenus totaux. Sa fortune nette au moment de sa mort est estimée entre 10 et 15 milliards de dollars. Où est passé tout cet argent? Le gouvernement colombien a saisi pour environ 2 milliards de dollars d'actifs peu après la mort d'Escobar. 20 propriétés et ranchs à travers le pays, dont l'Hacienda Nápoles, symbole de son héritage criminel notoire. Pablo Escobar a été tué le 2 décembre 1993. Mais le marché de la cocaïne n'a pas disparu, il s'est simplement déplacé. Le cartel de Cali a pris le relais. Lors de son démantèlement en 1995-1996, les cartels mexicains ont pris le contrôle du territoire. Le cartel de Sinaloa, Los Zetas et le cartel de Jalisco Nouvelle Génération ont tous utilisé les mêmes filières d'approvisionnement, les mêmes itinéraires de transport et les mêmes opérations mises en place par Pablo Escobar. Aujourd'hui, la quantité de cocaïne entrant aux États-Unis est supérieure à celle qui existait à l'apogée d'Escobar. La guerre contre la drogue a coûté 1000 milliards de dollars. La cocaïne est moins chère et plus pure que jamais. Escobar a tué plus de 4000 personnes. La guerre contre la drogue qu'il a déclenchée a fait plus de 500 000 morts en Amérique latine depuis 1980. Il a amassé 30 milliards de dollars. Le marché mondial de la cocaïne représente aujourd'hui 100 milliards de dollars par an. Un seul homme, 30 milliards de dollars, 4000 meurtres et une guerre sans fin. Tel est l'héritage de Pablo Escobar, le criminel le plus riche de l'histoire.